Alors que la plupart des enfants de 8 ans apprennent encore à tracer des lettres ou jouent à chat dans la cour de récréation, Léa, elle, vit dans un monde silencieux peuplé de composants électroniques, de schémas griffonnés sur un vieux carnet et de trajets en bus jusqu'au gratte-ciel étincelant d'une entreprise technologique qu'elle connaît par cœur. Chaque jour, elle y accompagne sa mère, femme de ménage dans les bureaux du géant Viréon Technologies. Personne, là-bas, ne sait qu'elle existe. Personne ne remarque ses petits pas derrière ceux de sa mère. Personne, sauf ce jour-là. Ce jour-là, quelque chose d'inattendu paralyse entièrement l'entreprise. Ce ne sont ni les ingénieurs de pointe, ni les dirigeants aux costumes repassés qui comprennent ce qui se passe. Mais une petite voix s'élève. Timide. Lointaine. Presque incongrue dans ce temple du progrès. Est-ce que je peux essayer quelque chose? Ce fut comme si le monde avait cessé de tourner une seconde. Et ce fut là que tout commença. Comment une enfant invisible, ignorée du monde, pourrait-elle devenir son salut? Et que se passerait-il lorsque le puissant PDG croiserait enfin le regard de celle qu'il n'avait jamais vue et qu'il ne pourrait plus jamais oublier? Restez avec nous, pour découvrir comment le génie peut germer dans le silence, et comment le simple fait d'être enfin regardé peut bouleverser une vie. Léa marchait toujours à 6 pas derrière sa mère. Non parce qu'on le lui avait demandé, mais parce qu'elle aimait l'observer évoluer dans ces lieux auxquels elle ne semblait pas appartenir. Sa mère, droite et digne, avançait lentement sans jamais lever les yeux, sans jamais prétendre faire partie de ce monde fait de verre et d'acier. Elle se fondait dans le décor. Elle choisissait d'être invisible. Et Léa Martel, du haut de ses 8 ans, avait déjà compris que dans certains endroits, être invisible était une forme de pouvoir. Elle serrait fort contre elle son vieux sac à dos élimé, prenant soin que la fermeture cassée ne s'accroche pas à son pull. À l'intérieur, elle transportait ses trésors, une montre digitale brisée, une clé USB fêlée qui ne fonctionnait plus, mais qu'elle refusait d'abandonner. Elles passèrent par l'entrée réservée au personnel. Le garde de sécurité ne leva même pas les yeux. Il ne les avait jamais regardés. La mère de Léa murmura simplement, 39e. Léa savait ce que cela signifiait, même étage, même service. Sans poser de questions, elle se dirigea vers le coin du hall où se trouvait son banc habituel, un siège moelleux un peu à l'écart, d'où elle pouvait tout voir sans être vue. Elle s'y assit, balançant doucement ses jambes, et sortit son carnet. Les pages étaient couvertes de circuits imaginaires, de codes inventés, de schémas aux annotations incompréhensibles pour quiconque sauf elle. Elle recommença à dessiner. Ce moment, où elle pouvait se croire à sa place dans ce grand bâtiment technologique, était son préféré. Alors que sa mère disparaissait dans l'ascenseur réservé au personnel, Léa s'immergeait déjà dans la conception d'une carte mère imaginaire capable, selon elle, de transmettre des messages dans les airs. Son crayon glissait à toute vitesse. Elle était ailleurs, dans un monde fait de logique et de création. Le bourdonnement des conversations, les talons qui claquent, les cliquetis des tablettes, tout cela s'évanouissait. Ce qui comptait, c'était l'idée. Elle se souvenait d'une vidéo furtivement visionnée sur une chaîne YouTube interdite, d'un appareil sans fil capable de décoder des signaux corrompus. Depuis, l'idée ne l'avait plus quittée. Elle inventait maintenant un langage. Un code fait de symboles, de lettres et de chiffres. Son propre alphabet secret. C'est alors qu'un frémissement étrange la tira de son monde. La lumière du plafond vacilla, cligna, puis s'éteignit. Tous les écrans autour d'elle s'éteignirent d'un seul coup, comme si des dizaines de paupières s'étaient fermées en même temps. Léa resta parfaitement immobile. Autour d'elle, le calme laissa place à une tension électrique. Des employés sortirent leur téléphone, d'autres tapotaient frénétiquement. Des voix s'élevèrent. Piratage, cria quelqu'un. L'atmosphère changea. Un homme jeta sa tablette sur le comptoir d'accueil, furieux. Une femme élégante, à la voix ferme et aux boutons brillants sur sa veste, traversa le hall en courant, parlant d'un « effondrement du système de contrôle distant ». Léa n'avait aucune idée de son titre, mais elle comprit que tout le monde la suivait. Le bâtiment, si sûr, si parfait quelques minutes plus tôt, semblait chanceler. Elle ne bougea pas. Si quelqu'un la remarquait, il la ferait sortir. Alors elle se fit encore plus petite. Et elle écouta. Absorba chaque mot. Près des ascenseurs, des hommes s'accusaient. Un parlait de « noyau compromis », un autre murmurait « vecteur de malware ». Léa connaissait ce mot « malware ». Elle l'avait déjà rencontré dans ses lectures nocturnes. Elle ne comprenait pas tous les détails, mais elle savait décrypter l'invisible derrière les mots techniques.
Elle lisait entre les lignes. Quelqu'un souffla, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, ce n'est pas possible. Elle leva les yeux. L'écran géant au-dessus du comptoir était noir. Un jeune homme nerveux faisait les 100 pas, téléphone à l'oreille. Il va nous tuer. C'est la présentation client la plus importante de l'année. On est mort. Léa nota dans son carnet, présentation client. Elle ne savait pas exactement ce que cela impliquait, mais l'intensité de leur panique lui indiquait que ce n'était pas une simple panne. Il parlait de redémarrer les serveurs. De tests de ping vers un DNS externe bloqué. Personne ne semblait savoir d'où venait la panne. Tous essayaient des solutions classiques, et tout échouait. Elle ne dit rien. Mais elle tourna la page de son carnet. Et commença à écrire. Point de compromission, interne ou externe? Utiliser un shell de diagnostic. Analyser les paquets réseau. Identifier les anomalies de signature. Elle ne savait pas encore si elle pouvait tout réparer. Mais une chose était claire, eux, non plus, ne savaient pas. Ce fut comme un choc intérieur. Une déflagration douce mais puissante. Tous ces adultes, tous ces experts, tous ces badges et cette technologie, et pourtant, aucun ne possédait la carte. Aucun ne savait par où commencer. Et Léa, pour la première fois, sentit en elle une étincelle nouvelle. Ce n'était pas de la simple curiosité. C'était plus profond. Comme une évidence mêlée de peur, la même qu'on ressent quand la flamme d'une allumette approche trop de la peau. Elle se rappela le jour où son cousin avait tenté de connecter un vieux disque dur à une télévision. En quelques minutes, il avait presque effacé tous les paramètres. Ce jour-là, Léa s'était simplement assise à côté de lui. Elle avait branché sa clé USB, lancé un patch bricolé, et tout avait redémarré. Personne ne lui avait appris cela. Elle l'avait deviné. Intuitivement. Aujourd'hui, c'était la même chose. Sauf que cette fois, la pièce était remplie de gens bien habillés. Des gens avec des diplômes, de l'argent, du pouvoir. Et pourtant, personne n'avait de plan. Elle regarda ses notes. Les symboles prenaient sens. Son esprit déroulait le fil à l'envers. Elle n'avait jamais vu le code source, mais elle en décodait les failles. Comme si son cerveau reconstituait les fondations dans le chaos. Elle serra son crayon. Elle n'était pas censée être là aujourd'hui. Mais soudain, cela semblait écrit. Elle devait être ici. À l'étage supérieur, les alarmes silencieuses se déclenchaient. Rien de visible encore. Pas d'alerte rouge. Mais quelque chose grondait. Léa n'y prêta presque pas attention. Son monde était devenu étroit, précis, concentré. Son crayon traçait des lignes rapides. Elle reliait les conversations entendues aux hypothèses inscrites. Un vecteur d'intrusion, une vulnérabilité du noyau. Elle écrivait, elle déchiffrait, elle se rapprochait. Elle n'était qu'une enfant. Mais peut-être était-elle la seule à pouvoir sauver tout un empire. L'accès au système de restauration avait échoué, et cédé la tentative de chargement depuis la dernière sauvegarde. Mais ce n'était pas une panne classique. Ce n'était pas un effacement. Ce n'était même pas une destruction. C'était une mise en glace. Comme si quelqu'un, quelque part, avait volontairement verrouillé l'ensemble du système de l'intérieur. Le noyau n'était pas mort. Il était en sommeil. Tout dans cette structure informait qu'elle était encore là, enfouie sous la panique et les avertissements rouges, attendant simplement que quelqu'un sache où chercher. Léa expira doucement. Elle ne tremblait pas. Ce n'était pas la peur qui l'habitait. C'était une étrange forme de calme. Un calme qu'elle ne connaissait que trop bien. Le même qu'elle avait ressenti des années plus tôt, quand elle avait déniché un vieux PC abandonné près des poubelles de l'immeuble. On lui avait dit que c'était bon à jeter, une épave inutile. Mais elle, en l'ouvrant, avait vu autre chose. Sous la rouille et la poussière, le cœur battait encore. Elle avait juste eu besoin d'un tournevis, d'un peu de patience, et de l'assurance que personne ne viendrait la déranger. À cet instant, alors que tout semblait s'écrouler autour d'elle, ce même instinct revenait. Ce n'était pas du hasard. C'était une certitude. Une intuition claire comme l'eau d'un torrent, je sais ce que c'est. Jamais encore elle n'avait vu autant de visages puissants rassemblés dans un même lieu, et jamais elle ne les avait vus aussi, perdus. Derrière les parois vitrées de la salle de contrôle, des hommes et femmes aux costumes élégants s'agitaient. Certains criaient dans leur téléphone, d'autres martelaient nerveusement leur clavier.
Le chaos dansait sur les écrans, une carte du monde clignotant de rouge, comme un corps qui saigne à travers des veines numériques. Des lignes de données infectées se répandaient comme de l'encre sur du papier buvard. Léa se glissa silencieusement dans la pièce, ses baskets élimées absorbant le son de ses pas sur le sol lisse. Elle tenait son carnet contre sa poitrine, comme un talisman. Ses yeux passaient d'un visage à l'autre. Ces personnes-là, ces géants du numérique, étaient censés tout savoir. Et pourtant, aucun ne comprenait. Un homme corpulent donna un coup de poing sur la table. « C'est impossible !» rugit-il. « On a triplé le pare-feu. » Une femme, à côté de lui, répliqua d'une voix tranchante. « Alors c'est un protocole fantôme. Il mime le comportement d'un utilisateur légitime. Trop propre pour être un simple piratage. » Léa ne comprenait pas tous les termes qu'ils employaient. Mais elle savait une chose, ils regardaient dans la mauvaise direction. Ce n'était pas qu'ils ne comprenaient pas le système, c'est qu'ils ne posaient même pas les bonnes questions. La pièce transpirait l'urgence. Un ingénieur tenta de forcer manuellement un accès, tapant frénétiquement. Le retour fut immédiat, une pluie de codes d'erreur. Niveau de chiffrement 4, murmura-t-il. Mais qui diable conçoit ce genre de sécurité? Quelqu'un qui veut qu'on reste dehors, répondit une voix. Un homme plus âgé, visiblement habitué à commander par le volume de sa voix, se tourna vers l'entrée et beugla. Quelqu'un peut me joindre, Marc? On a besoin d'un accès de niveau supérieur. Un jeune assistant nerveux marmonna qu'il était en réunion. Ou peut-être en appel. En tout cas, injoignable. Et tout à coup, Léa oublia d'être invisible. Elle avança d'un pas. Ses pensées, trop lourdes pour rester dans sa tête, franchirent la barrière de ses lèvres. Avez-vous vérifié le cycle de débordement du socket? Le silence tomba. Immédiat. Brutal. Les têtes se tournèrent vers elle. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Gronda un homme. Mon Dieu, qui a laissé entrer une gamine ici? Lança un autre, excédé. Mais une femme, au lieu de se moquer, plissa doucement les yeux. Elle ne parla pas. Elle ne ria pas. Elle observa. Léa Martel. Calme. Immobile. Pensante. Léa, elle, sentit la panique monter en elle. Elle venait de transgresser sa règle d'or, ne pas être vue. Ne pas être entendue. Elle serra son carnet, prête à fuir, à se dissoudre comme une ombre. Mais une chose étrange se produisit. Elle croisa le regard d'un jeune homme. Il ne portait pas de costume, n'était pas hystérique comme les autres. Il lisait la scène. Elio, disait son badge. Il inclina doucement la tête, comme s'il repassait mentalement ce qu'elle venait de dire. Il ne jugeait pas. Il écoutait. Il cherchait à comprendre. Elle savait que ce qu'elle avait dit n'était pas du hasard. Ce n'était pas une intuition gratuite. Elle avait vu ça. Elle avait infiltré un système piraté, tard dans la nuit, assise en tailleur chez un voisin, un clavier brisé sur les genoux. Ce cycle de débordement, elle l'avait vu. Elle l'avait vécu. Dans la salle vitrée, les voix recommencèrent à monter. On tire au hasard, disait l'un. Aucun correctif ne fonctionne. On ne sait même pas à quoi on a affaire. Et Marc reste injoignable. Dès que les métriques apparaîtront sur les écrans des investisseurs, il va exploser. Mais Léa ne ressentait plus de peur. Ce qui la terrifiait, ce n'était pas leur crise. C'était de constater à quel point ils étaient à côté. Ils cherchaient une attaque frontale. Ce qu'ils avaient sous les yeux, c'était une œuvre d'orfèvre. Élégante. Insidieuse. Un code qui respirait l'intelligence. Quelqu'un avait conçu ce système non pas pour dominer, mais pour disparaître. Et elle connaissait cette écriture. Elle pouvait presque la sentir. Mais elle n'avait pas les mots pour l'expliquer. C'était là la tragédie des autodidactes. On ressent avant de comprendre. Elle voulut parler à nouveau, mais aucun son ne sortit. Puis, la femme silencieuse prit enfin la parole. Nous devrions, au moins, vérifier ce qu'elle a dit. Sa voix n'était pas autoritaire, mais posée. Une autre voix, moqueuse, s'éleva aussitôt. On écoute sérieusement une gamine maintenant? Et c'est alors qu'Elio fit un pas en avant. Sans élever la voix, il déclara simplement. Sa question a du sens. Un frémissement parcourut la pièce.
C'est une hypothèse logique. Si l'attaque est masquée comme une erreur utilisateur, un débordement serait un excellent point d'entrée. Il regarda les autres. Ne faisons pas semblant d'avoir une meilleure piste. Le silence revint. Léa sentit sa gorge se nouer. Elle ne comprenait rien à la politique interne, mais elle savait reconnaître un regard, ce n'était pas de la pitié. C'était une lueur de foi. Elle n'était plus invisible. Elle fit un pas en arrière. Ne sachant toujours pas si elle avait provoqué une avancée ou un nouveau désastre. Les dirigeants restaient sceptiques. Les ingénieurs, inquiets. Mais la conversation avait changé. Une idée s'était insinuée. Une brèche. Ce qu'elle avait semé n'était pas un cri. C'était un doute. Et parfois, un doute est plus puissant qu'une certitude. Retirée derrière une colonne du couloir, Léa observa. Elle vit qu'Elio ne la quittait pas des yeux. Pas comme un surveillant. Comme un enquêteur. Il ne souriait pas. Il ne hochait pas la tête. Il l'intégrait. Elle faisait désormais partie du problème. Ou peut-être, de la solution. Léa s'assit à même le sol, à l'extérieur de la pièce. Elle rouvrit son carnet. Et de son écriture nette, elle inscrivit 3 mots, Socket Overflow Lop. S'il ne vérifiait pas, elle le ferait elle-même. Elle le ferait. C'était sans doute une hypothèse désespérée, un geste fait non par conviction, mais par épuisement. Il l'avait laissé entrer parce qu'il ne restait plus d'alternative, parce que toutes les certitudes avaient été brisées, toutes les solutions rationnelles épuisées. Ce n'était ni un choix fondé sur la logique, ni un acte de confiance. C'était une ouverture née de la fatigue, une capitulation silencieuse, un relâchement collectif des épaules de ceux qui, en principe, auraient dû avoir les réponses. Le chef du service informatique, un homme longiligne au front dégarni et à la voix constamment teintée de sarcasme, grogna. Et pourquoi pas? Peut-être que la gamine de la femme de ménage va réussir là où toute notre équipe a échoué. Un rire sec, vide de toute joie, roula dans la salle vitrée, puis s'évanouit. Personne ne tenta de l'arrêter. Aucun adulte n'imagina sérieusement qu'elle pourrait faire mieux que rester pétrifiée devant un terminal débordant d'erreurs critiques. Aucun, sauf un stagiaire discret au regard vif. Il était resté près d'elle, silencieux mais présent, depuis qu'il avait pris sa défense lors de la réunion précédente. À cet instant, il s'avança doucement, attrapa une chaise et la plaça devant le terminal. « Tiens, murmura-t-il, il va falloir que tu montes dessus, la table est trop haute. » Léa acquiesça d'un hochement calme, serrant contre elle son vieux carnet comme s'il s'agissait d'un talisman protecteur. Elle grimpa sur la chaise avec la grâce discrète de celle qui a appris à ignorer les moqueries. Aucun mot ne lui fut donné, aucune directive, aucun résumé de la situation. Elle n'en demanda pas. Son regard se posa sur l'écran pendant 10 longues secondes, silencieuse. Puis ses doigts s'élevèrent, non pas dans l'hésitation, mais dans une sorte d'accord invisible, comme si son corps reconnaissait déjà les touches, comme si la mémoire de ses gestes l'avait précédé. Devant elle, le terminal affichait un chaos numérique, lignes de commandes superposées, niveau d'accès verrouillé, alerte de pare-feu éclatant en rouge. À droite, les outils de diagnostic bavaient des requêtes sans fin, usés par des tentatives de récupération toutes avortées. Léa inspira profondément par le nez, comprenant en un clin d'œil que 3 types d'interventions avaient déjà été essayés. Toutes vaines. Cela voulait dire une chose, ce n'était pas une attaque violente. C'était une faille intime, une intrusion conçue pour se glisser sans bruit dans les mailles du système. Son regard ne resta pas fixé sur l'écran. Il glissa au-delà, jusqu'à une étagère au mur. Un petit cadre photo, légèrement incliné, y trônait. Une enfant y souriait, perchée sur les épaules d'un homme dont le visage était hors champ. Mais la montre, elle, était identique à celle portée par le PDG furieux aperçu plus tôt, traversant le hall. À la base du cadre, une inscription gravée à peine lisible. Amelia aux 4 heures du matin. Bienvenue au monde. Léa esquissa un sourire fugace. Puis, elle tapa fermement un seul mot, Amelia. La réaction fut immédiate, mais sans éclat spectaculaire. Pas de sirène, pas d'alerte, pas de lumière clignotante. Juste un battement subtil, une nouvelle fenêtre apparut là où il n'y en avait pas quelques secondes plus tôt. Elliot, le stagiaire, se pencha vers elle, les yeux écarquillés. « Tu viens de... » commença-t-il, avant de se taire. Le responsable sarcastique, toujours occupé à faire défiler son téléphone, leva les yeux, et se figea.
Attendez, qu'est-ce que c'était que ça? Mais Léa ne répondit pas. Elle était déjà ailleurs, dans une autre strate du système, avançant avec une assurance méthodique. Ses doigts volaient sur le clavier avec la précision d'une danse répétée 1000 fois. Elle ne consultait pas son carnet, resté fermé. Elle n'en avait pas besoin. Elle ne vérifiait pas, elle savait. Un ingénieur, penché en arrière, souffla lentement. Cette clé de déverrouillage. On n'a même pas envisagé d'activer le protocole de restauration personnalisé. Un autre murmura, presque coupable. On a ce genre de schéma dans l'admin? Silence. Léa continuait. Elle n'était pas là pour faire une démonstration. Elle ne cherchait pas à impressionner. C'était comme si elle n'entendait plus la pièce autour d'elle, comme si elle suivait un rythme que les autres ignoraient. La tension changea. Elle ne disparut pas, mais se transforma. Ce n'était plus une tension d'impuissance, mais celle du doute. Une salle remplie d'ingénieurs diplômés, d'experts chevronnés, observait une enfant franchir un labyrinthe qu'eux-mêmes avaient construit, et dont ils avaient perdu la carte. Seul le cliquetis doux du clavier et le souffle constant des ventilateurs peuplaient le silence. Une femme, celle qui ne l'avait pas écarté plus tôt, s'avança et murmura. Elle a trouvé la clé d'administration. Le chef informatique, abasourdi, cligna des yeux. Elle ne devrait même pas être visible sans authentification? Un murmure flotta dans l'air, glacial. Parce qu'elle est authentifiée. Avec la clé personnelle du PDG lui-même, souffla quelqu'un d'autre. Un silence pesant tomba. Personne ne voulait exprimer ce que tous comprenaient désormais. Ils avaient ignoré la faille la plus évidente. Non pas une faille technologique, mais une faille humaine. Un père, ému, qui avait nommé sa fille à 4 heures du matin, et laissé ce moment imprégné jusqu'à ses mots de passe les plus confidentiels. Léa n'avait pas trouvé cela par hasard. Elle comprenait les gens. Elle avait vu tant de portes fermées dans sa courte vie, qu'elle reconnaissait celles qui n'auraient jamais dû l'être. Elliot, toujours à ses côtés, s'agenouilla. Il ne venait plus expliquer. Il voulait simplement être là. Tu es dans le noyau. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Demanda-t-il doucement. Le premier nœud, répondit Léa, calme. Si je trouve le schéma d'entrée, je peux désactiver le verrouillage. Ses mains n'hésitaient pas. Elle explorait les journaux, les erreurs système, les données altérées, certaines déguisées en fichiers anodins. Mais elle ne tombait pas dans les pièges. Ses doigts les évitaient, comme s'ils avaient été formés par l'intuition elle-même. Elle n'avait reçu aucune formation. Aucun diplôme. Son savoir venait de tutos épars, de machines cassées et de longues nuits d'apprentissage solitaire. Et pourtant, elle faisait ce qu'aucun d'eux n'avait pu accomplir. Derrière elle, la pièce était suspendue à ses gestes. Ce qui avait commencé comme une mauvaise blague une enfant sur un système national s'était mué en vérité dérangeante. Quand Léa déverrouilla la première couche de chiffrement, et que le verrouillage principal s'effaça au profit d'un nouvel écran d'accès, un frisson parcourut la salle. L'un des moniteurs centraux, figé depuis des heures, clignota. Plus personne ne riait. La nouvelle circula à une vitesse fulgurante. Elle ne passa pas par les canaux officiels. Elle glissa de bureau en bureau, dans des murmures paniqués, dans des regards échangés entre deux gorgées de café. La fille de la femme de ménage fait quelque chose dans le système. Une phrase prononcée comme une rumeur. Mais elle remonta jusqu'aux oreilles de la direction. Dans une salle de réunion à l'étage, Marc Delattre, PDG de l'immense groupe Colsin Technologies, observait les indicateurs rouges s'effondrer sur sa tablette. Autour de lui, les dirigeants enchaînaient les appels aux actionnaires, maquillés de mensonges polis et de sourires tendus. Mais Marc n'écoutait plus. Ses doigts tremblaient sur l'écran. Puis, dans un éclat nerveux, il lança la tablette sur la table et fixa son assistant. Pourquoi est-ce que le système ne répond toujours pas? L'assistant, mal à l'aise, bredouilla une excuse sur le chiffrement et finit par murmurer. Monsieur, quelqu'un est en train d'intervenir. Marc plissa les yeux. Qui? L'assistante des nettoyeurs. Une fille, dans le hall d'entrée. La fille d'un technicien, je crois. Marc resta figé. Le nom, le détail, sonna comme une gifle. Il se leva sans mot dire, sortit de la pièce, et descendit rapidement à l'étage concerné. Le soupçon grondait en lui. Une impression confuse, mais tenace. Derrière une vitre, il la vit. Léa. L'enfant.
Le mystère. Elle ne savait pas encore qui il était. Mais lui, à présent, la regardait comme on scrute un phénomène que rien n'avait su prévoir. Toute son attention était rivée à l'écran, comme si le monde autour d'elle avait cessé d'exister. Les lignes des journaux corrompus défilaient en cascade, formant des filaments numériques qu'elle semblait tirer depuis l'âge de 5 ans. Ses lèvres pincées, ses sourcils froncés, son dos légèrement voûté dans une posture forgée au fil de centaines de nuits passées penchées sur des circuits défectueux, tout son corps exprimait une tension muette, une intensité née de l'expérience plus que de l'apprentissage. Ses mains, étonnamment stables, glissaient sur le clavier avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas l'absence de nervosité, au contraire, elle sentait une fièvre silencieuse grimper dans sa poitrine, mais elle n'avait simplement pas le luxe de trembler. Chaque hésitation, chaque battement de paupières inutile, pouvait suffire à perdre le fil. Et dans cette filature numérique, chaque seconde comptait. Elle avait déjà franchi 3 couches de sécurité, non pas grâce aux outils d'accès standards rendus inopérants par l'attaque, mais en se fiant uniquement aux schémas mémorisés, aux structures internes qu'elle avait décryptées d'instinct. Son carnet reposait à côté d'elle, ses pages frémissant sous le souffle d'air déclenché par un mouvement alentour, mais elle ne le consultait plus. Léa n'en avait plus besoin. Elle avait dépassé le stade des vérifications, elle ne lisait plus seulement le système, elle le comprenait. Et au-delà du système, elle comprenait l'esprit qui l'avait corrompu. Personne d'autre ne l'avait vu. Ce n'était pas une simple bataille informatique, c'était un dialogue. Un langage de l'ombre. Et elle en percevait chaque nuance comme si c'était sa langue maternelle. Derrière la paroi vitrée, Marc observait. Bras croisés, regard dur, il fixait cette adolescente au sweatshirt trop large, dont les manches retroussées laissaient entrevoir des bras maigres. Une gamine, pensa-t-il, dont les doigts volaient sur un clavier conçu pour des experts. Son incrédulité s'était muée en une forme de colère froide. Il se tourna lentement vers un ingénieur à ses côtés. « Appelez la sécurité, dit-il d'un ton plat. L'ingénieur sursauta. « Monsieur, c'est une enfant. »« Et ceci est une infrastructure qui vaut plusieurs millions, » répliqua Marc, glacial. « Je ne tolérerai pas une variable incontrôlée de plus. » Sa voix était basse, mais chaque mot vibrait d'une autorité indiscutable. Il n'avait jamais eu besoin de crier. Comme les scripts qu'il imposait aux machines, les gens lui obéissaient mécaniquement, sans jamais remettre en question le code derrière ses décisions. En quelques secondes, 2 agents de sécurité furent appelés. L'un murmurait déjà dans son oreillette. Le chef du département informatique les aperçut en premier. Il fronça les sourcils, se leva brusquement, puis vit ce que Marc avait ordonné. Ses yeux s'élargirent. Il s'interposa instinctivement, se plaçant entre Léa et les agents comme un pare-feu humain fragile, peut-être, mais d'une détermination absolue. « C'est la seule à avoir fait des progrès, » dit-il, d'une voix soudain forte. Ces mots claquèrent dans l'air, comme des étincelles tombant sur de l'essence. L'un des agents hésita, interpellé par la fermeté de son ton. L'autre se tourna vers Marc, attendant un signe. Mais Marc restait silencieux, ses yeux fixés sur le jeune homme. Il scrutait la droiture de ses épaules, la tension dans ses jambes, son courage vacillant mais sincère. Elio avait peur, c'était évident. Mais il ne bougeait pas. « Vous voulez me faire croire, » reprit Marc lentement, « que vous avez confié nos procédures de récupération critique à une enfant, sans accréditation, sans formation, sans aucune autorisation ?» Elio ne sia pas. « Je dis qu'elle est allée plus profondément dans le système que nous n'avons jamais pu le faire. Et sans déclencher un seul protocole d'alerte. » Le visage de Marc resta impassible. Mais quelque chose dans son regard vacilla, était-ce du doute? De la curiosité? Impossible à dire. Derrière eux, les ingénieurs murmuraient. Elle a ouvert des journaux qu'on n'a jamais pu lire. Elle a isolé des anomalies dans le second cluster. Peut-être qu'elle y arrive vraiment. Mais Léa, elle, n'entendait rien. Elle ne leva même pas la tête. Elle n'avait pas vu Elio se lever, ni les gardes hésiter. Elle était immergée, corps et âme, dans l'architecture de l'attaque. Elle repérait les injections de commandes, remontait les paquets de données inversées conçus pour berner les défenses. Ce n'était pas du simple talent. C'était de la lucidité. Celle qui naît dans la solitude et la persévérance, quand le chaos devient carte et que les motifs s'imposent comme des étoiles perçant un ciel de pollution numérique. Léa comprenait. Le code n'était pas aléatoire. Il était intentionnel. Personnel. Il portait la signature d'un esprit à la fois brillant et tourmenté,
qui avait tissé sa rancune dans chaque recoin du système. Elle le suivait, comme on suit une traînée de miettes. Avec calme. Avec résolution. Son expression n'avait pas bougé depuis qu'elle s'était installée, mais son cœur battait à ses oreilles. Ce défi, c'était celui qu'elle avait attendu toute sa vie. Non pas seulement pour le résoudre, mais pour le comprendre. Pour le lire comme on lit un journal intime laissé ouvert à ceux qui sauraient déchiffrer. Un murmure parcourut la pièce lorsqu'elle franchit un nouveau palier. Plusieurs personnes s'approchèrent, captivées. Même le chef du département, celui-là même qui avait d'abord ricané, se pencha en avant, comme devant une œuvre sacrée. Mais Léa ne les voyait pas. Son esprit était fusionné avec le code. Son cœur s'était accordé au rythme des cycles binaires. Elle était déjà ailleurs, au-delà du doute, au-delà du besoin d'approbation. Ses doigts bougeaient par pur instinct. Elle avait pénétré encore plus profondément dans les couches du système. Ce qu'elle y découvrit n'avait rien d'un sabotage chaotique, c'était une œuvre. Élégante. Méthodique. Délibérée. Ce n'était pas une attaque. C'était un message, dissimulé dans les recoins d'un labyrinthe numérique. Des pièges récursifs déguisés en fichiers système. Des arbres décisionnels imitant la logique avec une précision trompeuse. La main qui avait écrit cela voulait être découverte. Mais uniquement par quelqu'un capable de comprendre le sens caché entre les lignes. Léa plissa les yeux. Le code cessa soudain d'apparaître comme une barrière. Il devenait un langage. Dense. Dangereux. Mais d'une beauté saisissante. Elle ne suivait pas les chemins balisés. Elle avançait en biais, en diagonale. Comme si elle connaissait déjà ce labyrinthe. Sa respiration se fit plus lente. Ce n'était plus une résolution d'algorithme. C'était une lecture intime. Une archéologie de l'intention. Une ligne attira son attention. Pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle lui était familière. Son cœur manqua un battement. Une confusion, un frisson de mémoire, puis la révélation. Elle avait déjà vu ça. Ce fragment de script, il n'était pas identique. Il avait évolué. Mais sa structure était claire. Il provenait du même arbre logique. Elle se souvint. C'était il y a des années, dans un cybercafé miteux, en face de l'appartement de son cousin. Sa mère croyait qu'elle dormait dans la pièce du fond. En réalité, Léa, armée d'un vieux portable à l'écran clignotant, s'était connectée à un forum oublié. Des liens brisés, des utilisateurs fantômes, des morceaux de code mal placés dans un univers sans surveillance. La plupart n'étaient que du bruit. Mais un fil l'avait captivé. Un sujet, fantôme numérique, méthode symétrique de destruction. Aucun commentaire. Juste un dump de code et une phrase unique. Le but n'est pas de forcer une porte. Le but est d'être la porte. Elle était bien trop jeune pour tout comprendre. Mais ce script l'avait marqué. Elle l'avait recopié à la main, dans un vieux cahier à carreaux. Puis, pendant des semaines, elle l'avait déconstruit, ligne par ligne, sur l'ordinateur de son cousin. Testé. Réécrit. Compris. Et aujourd'hui, ce qu'elle voyait n'était pas son œuvre. Mais c'était indéniablement de la même source. Du même génie tordu. Il y avait là les mêmes erreurs subtiles. Les mêmes illusions de choix. Les mêmes empreintes de solitude. Elle avait retrouvé le créateur. Et il l'invitait à entrer. Les mêmes noms de variables réapparaissaient, improbables, presque secrets, comme des mots-clés d'une langue oubliée. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une signature. Léa s'arrêta net. Ses doigts suspendus au-dessus du clavier, comme figés dans l'air. Le charme froid de la logique se fissura sous le poids brutal de la reconnaissance. Elle ne regardait plus un simple sabotage, mais une œuvre. Un message. Elle n'était plus face à une attaque étrangère. Non. Elle contemplait l'œuvre de quelqu'un qui, comme elle, avait emprunté les sentiers obscurs du savoir non autorisé. Quelqu'un qui avait marché seul, hors des règles, hors des institutions, hors de tout. Un autodidacte invisible. Ce code n'était pas simplement malveillant. Il était presque intime. C'était une empreinte digitale, une respiration figée dans les lignes de commande. Une voix murmurant depuis les profondeurs du système. Déguisée en menace, elle portait l'écho d'une âme sœur. Une autre conscience née dans l'ombre, guidée par la même faim dévorante,
la même impatience que le monde avait tenté d'éteindre. Et Léa sentit son ventre se nouer. Pour la première fois, elle ne savait plus quoi ressentir. De la crainte? De l'admiration? Les deux se confondaient. Car si un autre esprit comme le sien avait suivi ce même chemin, mais avait choisi la destruction au lieu de la compréhension, alors, qu'est-ce que cela disait sur elle? Sur cette fine ligne invisible qu'elle avait toujours longée sans jamais la franchir? Jusque-là, elle avait toujours pensé que son don, cette étrange faculté de voir les systèmes comme des corps vivants, avec leurs os, leurs nerfs, leur rythme faisait d'elle une exception. Une élue. Mais si ce don était aussi une malédiction? Elle se recula légèrement. Ses mains tremblaient. Son esprit se débattait dans un réseau d'émotions qu'elle n'avait jamais appris à nommer. À qui pouvait-elle parler de cela? Il n'y avait aucun professeur pour lui expliquer ce que cela signifiait, quand ton ennemi te ressemble plus que quiconque. Un reflet. Un double. Un avertissement. Avait-il, lui aussi, essayé? Était-ce une vengeance? Un avertissement? Ou bien un simple test, lancé dans l'obscurité pour voir qui viendrait jusqu'au bout? Le code n'était pas agressif. Il n'était pas hystérique. Il était méthodique. Calme. Calculé. Froid. Et cela la glaçait davantage que n'importe quel chaos numérique. Parce que cela signifiait que l'auteur ne réagissait pas. Il contrôlait. Il planifiait. Il attendait. Elle repensa à la photo d'Ameya. À ce que cette attaque aurait pu déclencher si elle n'avait pas été stoppée. Suppression de fichiers? Vol massif de données? Ruine de l'entreprise? Ou pire encore, un sabotage parfaitement camouflé, maquillé en erreur humaine. Pour la première fois, Léa vacilla. Elle pensa à abandonner. À lever les mains. Laisser les adultes s'en charger. Mais il n'avait rien vu. Rien compris. Elle, si. Io, à ses côtés, sentit le changement. Il ne dit rien tout de suite, par respect. Mais au bout de quelques minutes, il se pencha doucement vers elle. Léa, murmura-t-il. Tu as trouvé quelque chose? Elle ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix presque inaudible. Oui. Je crois que je sais qui a fait ça. Tu veux dire, un groupe? Elle secoua la tête. Non. Quelqu'un. Quelqu'un comme moi. Elliot ne répondit pas. Il comprit. Mieux que quiconque, il saisit l'importance de ce que Léa venait de dire. Il ne fallait pas interrompre cette reconnaissance fragile, presque douloureuse. Elle recommença à taper, plus lentement cette fois. Chaque ligne qu'elle décryptait était une note dans une partition. Un dialogue. Quelqu'un avait semé ce virus en sachant qu'un seul type d'esprit le remarquerait. Le sien. Cette pensée la terrifia autant qu'elle la captivait. Quelqu'un était peut-être là, quelque part, en train de l'observer. Et s'il réalisait qu'elle était allée jusqu'au bout? Que ferait-il? Elle ne savait pas. Mais elle ne pouvait plus reculer. Même lorsque ses mains tremblèrent de fatigue, elle continua. Chaque instruction était une porte. Chaque séquence, une épreuve. Elle ne réparait plus un système. Elle poursuivait une présence. Et au bout de cette piste, il n'y avait pas un bug. Il y avait quelqu'un. Un autre esprit. Un miroir sombre. Quelqu'un qui avait vu le monde en algorithme, en réseau, en mathématiques. Mais qui avait choisi d'utiliser cette vision pour blesser au lieu de comprendre. Elle ignorait son nom. Ses raisons. Mais elle savait une chose, si une telle conscience existait, elle devait aller au bout. Pas pour Viréon. Pas pour Marc. Pas même pour sa mère. Pour elle-même. Pour prouver qu'une autre fin était possible. Un autre choix. Un autre héritage. Ce fantôme numérique parlait sa langue. Et elle allait lui répondre. Le système pulsa. Une ligne verte fine, presque timide, s'afficha à l'écran principal. Un frisson parcourut la salle. Murmure. Soupir. Juron d'incrédulité. Mais Marc Delattre ne dit rien. Il ne bougea pas. Il resta immobile au fond de la pièce, les bras croisés. Il fixait Léa. Cet enfant sans dossier, sans passé, dont le seul lien officiel avec l'entreprise était d'être la fille d'une femme de ménage. Et pourtant, elle était là.
devant une machine en ruine. Et elle avait rétabli ce que toute son équipe n'avait su déchiffrer. Les ingénieurs chuchotaient, stupéfaits. Un chef de projet marchait en rond, comme tiré d'un cauchemar. Mais Marc n'écoutait rien. Il observait Léa. Elle termina ce qu'elle faisait, recula lentement, serrant contre elle son vieux carnet à la couverture élimée. Elle ne leva même pas les yeux quand il posa sa main tremblante sur son épaule. Quelqu'un lui tendit de l'eau. Un autre proposa de prévenir le conseil d'administration. Marc ne répondit pas. Il sortit de la pièce. Silencieux. Ses pensées hurlaient. De retour à son bureau, il referma la porte. Congédia son assistant d'un geste. Il ouvrit les archives de surveillance. La vidéo de Léa, déjà enregistrée comme favori. Il la visionna, image par image. Ses gestes. Sa concentration. Sa précision. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un miracle. C'était une compétence. Un feu. Et en la regardant, une image du passé ressurgit, malgré lui. Un chemin de terre. Une vieille marche. Une enfant de 8 ou 9 ans, silencieuse. Un poste de radio cassé sur les genoux. Les doigts couverts de graisse. Elle ne parlait jamais. Mais un jour, elle lui avait dit. Si je répare cette radio, peut-être qu'un jour j'entendrai des voix d'un monde meilleur. Et maintenant, Marc comprenait, cette voix, elle était revenue. L'appareil avait lancé une étincelle entre ses mains. Elle n'avait même pas sursauté. Un simple rire avait échappé de ses lèvres, clair et spontané, comme si la machine ne l'avait pas défié, mais salué. Marc Delard, lui, était resté figé derrière elle, le souffle suspendu, prisonnier d'un souvenir qu'il n'avait jamais osé nommer. Et puis, un jour, elle avait disparu. Sans un mot. Sans laisser d'explication. Il n'avait posé aucune question. Pas parce qu'il n'était pas curieux, mais parce qu'il avait appris à ne pas regarder en arrière. Il avait enseveli ce souvenir, comme tant d'autres. Persuadé que l'oubli était une forme de force. Qu'on survivait mieux en laissant derrière soi ceux qui ne pouvaient pas suivre. Mais en observant cette jeune fille, Martel, figée sur l'image à l'écran, quelque chose se fissura en lui. Sa posture. Sa manière de résister à la pression. Ce n'était pas qu'un talent. C'était familier. Marc se laissa tomber dans son fauteuil, les mains jointes devant son visage. L'image était figée, la vidéo en pause. Et pourtant, elle brûlait encore dans sa rétine. Il n'était pas habitué à être bouleversé. Il avait signé des contrats de plusieurs milliards, éteint des révoltes internes, survécu à des crises qui auraient broyé d'autres dirigeants. Mais rien de tout cela ne l'avait préparé à cet instant précis, voir un enfant calme au cœur du chaos, accomplir ce que des ingénieurs aguerris n'osaient même pas tenter. Et elle ne le faisait ni pour la reconnaissance, ni pour l'argent. Juste parce qu'elle le pouvait. La vraie question, à cet instant, n'était pas ce qu'elle avait accompli. Mais ce que cela révélait. Comment avait-il pu devenir cet homme? Celui qui, quelques heures plus tôt, avait failli appeler la sécurité contre une enfant, simplement parce que son génie n'entrait pas dans les cases de son organigramme. Quand avait-il commencé à évaluer la valeur humaine à travers des badges, des titres, des profils LinkedIn? Il se sentit nauséeux. Pas de culpabilité. Non, c'était plus violent, une prise de conscience brutale. Quelque part sur sa route, il avait tué en lui la part qui croyait encore à l'impossible. Et cette fille venait de la ressusciter. Non par des discours, mais par la pression de ses doigts sur un clavier. Il rembobina la vidéo, plus lentement cette fois. Chaque geste devenait un indice. Un langage. Il s'arrêta sur un plan. Sa main reposait doucement sur le bord du terminal, doigts légèrement arqués, comme si elle écoutait le métal. Et soudain, il pensa à elle. À cette fille disparue d'un orphelinat. Celle qui, un jour, avait fait jaillir une étincelle sans ciller. Celle qu'il n'avait jamais revue. Léa allait-elle disparaître elle aussi, une fois l'instant passé? Quelqu'un se battrait-il pour qu'on la voie enfin? Son cœur se serra. Il savait ce que le monde ferait d'elle si rien ne changeait. Il l'enterrerait dans l'oubli, le silence, la bureaucratie. Peut-être lui dirait-on merci. Peut-être même la célébrerait-on un temps. Et puis, elle serait effacée. À moins qu'il n'en décide autrement. À moins qu'il ne fasse ce pas.
Non pas en tant que PDG. Mais en tant qu'homme. Un homme qui avait déjà laissé disparaître quelqu'un parce qu'il n'avait pas su en prendre soin. Léa avait piraté son système. Mais surtout, elle l'avait piraté lui. Et maintenant, dans le confort silencieux de son bureau d'angle, entouré de tout ce qu'il avait autrefois considéré comme essentiel, il n'avait plus qu'une seule question, que faire de cet enfant qui venait de faire voler son monde en éclats. Pourtant, il continuait de regarder l'enregistrement. Le visage de Léa. Ses mains. Sa posture. Impénétrable. Et pourtant, douloureusement familière. Le lendemain matin, on la rappela. Pas de cérémonie. Pas de limousine. Pas de lettre officielle. Juste une requête transmise à sa mère par un superviseur du soir. Léa ne posa aucune question. Elle hocha la tête. Et se prépara comme elle l'avait toujours fait. Elle vérifia que son carnet était dans son sac à dos. Que ses baskets usées tenaient encore la route. Elle portait son sweat à capuche favori, celui qui glissait toujours de ses poignets et la faisait paraître encore plus petite qu'elle ne l'était déjà. Sa mère ne l'accompagna pas jusqu'au bout. Elle resta debout à l'entrée, les yeux inquiets, les lèvres serrées. Léa traversa seule les portes vitrées. Un assistant la conduisit poliment dans une salle froide. Longue table. Une seule chaise bleue au fond. Personne ne l'y attendait avec un sourire. Personne ne lui offrit un jus. Rien n'était prévu pour l'enchanter. Mais tout avait changé. On ne la regardait plus comme une enfant. On la percevait comme quelque chose d'autre. Quelque chose qu'on ne comprenait pas encore. Elle s'assit. Et attendit. La pièce sentait le citron et le désinfectant. Cela ne la dérangeait pas. Cette odeur, c'était celle des vêtements de sa mère, du soir, du travail. Ils commencèrent à entrer. Pas toute l'équipe. Seulement quelques figures clés. Elliot était là. Carnet en main. Il lui adressa un sourire discret, un de ceux qui disent « tu n'es pas seul ». Une femme âgée, cheveux courts, lunettes carrées, prit la parole la première. « Comment as-tu fait » Sa voix était calme. Ni condescendante, ni pressante. Léa cligna des yeux. Quelle partie ? Quelques sourires émergèrent, discrets. Pas moqueurs. Des sourires d'admiration surprise. Le dysfonctionnement de la boucle ? L'intrusion en couche, le suivi des sous-niveaux, tout ça, répondit quelqu'un. Léa serra son crayon. Elle sentit monter cette tension familière. Celle qui lui disait que les adultes ne voulaient jamais de vraies réponses. Juste la confirmation de ce qu'ils avaient déjà décidé. Mais cette fois, personne ne l'interrompit. Personne ne repoussa ce qu'elle disait. Ils attendaient. Ils écoutaient. Elle regarda autour d'elle, cherchant ses mots. Je ne sais pas l'expliquer, pas avec des mots. Un silence suivit. Mais ce n'était pas un silence gêné. C'était un espace. Une ouverture. Alors Léa se pencha vers son sac. Elle en sortit un cahier. L'ouvrit à une page blanche. Mais je peux vous montrer. Le crayon racla doucement le papier. Elle ne leva pas les yeux. Ce n'était pas un code. Pas un schéma standard. C'était une cartographie intuitive. Une structure transformée en branches. Des boucles incurvées comme des rivières. Des motifs colorés rappelant des cartes météorologiques. Elle dessinait comme elle pensait. Elle ne notait rien. Elle ne parlait pas. Elle construisait. Puis elle tourna la page. Et la poussa vers eux. Personne ne bougea. Marc, assis en face, bras croisés, fronça les sourcils. Il se pencha. Tira la feuille vers lui. Ne demanda rien. Il regardait. Tournait la page. Pas comme un ingénieur. Mais comme un homme qui cherchait, plus loin. Léa l'observait. Non pour des éloges. Elle n'en attendait pas. Mais parce que ce moment, ce n'était plus une question de technologie. C'était une question d'être vu. Marc tournait la page dans tous les sens. Comme si un angle précis pouvait révéler un secret. Puis il s'arrêta. Ses doigts figés sur le bord. Léa vit le changement. Subtil. Réel. Dans ses épaules. Il avait compris. Pas le dessin lui-même. Mais ce qu'il représentait.
Une carte. Non pas vers la panne. Mais vers elle. Un chemin vers son esprit. Une façon d'entrer dans sa logique. Dans sa manière de comprendre le monde. Elle ne leur avait pas donné du code. Elle leur avait offert sa pensée. Dans la seule langue qu'elle maîtrisait sans filtre. Et Marc avait reçu le message. Les autres se penchèrent à leur tour. Lentement. Conscients, sans comprendre encore tout à fait, qu'il se passait quelque chose d'unique. Mais Léa, elle, savait. Marc ne parlait plus. Il se souvenait. Quelque chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Mais qu'elle percevait dans son regard. Il ne la voyait plus comme une anomalie. Ni comme une exception. Il la voyait comme une personne. Une personne qui, un jour, avait ressenti exactement la même chose. Léa se redressa légèrement dans son fauteuil, incertaine, les mains hésitantes au bord de son carnet. Elle n'avait rien préparé. Rien prévu. Elle ne s'attendait pas à se retrouver là, au milieu d'adultes silencieux, non pas condescendants ou sceptiques comme elle en avait tant vu, mais suspendus. Suspendus parce qu'elle venait de remplir le silence d'une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Elle fit mine d'atteindre son carnet, mais s'arrêta net quand Marc leva les yeux. Son visage s'était adouci, non par pitié, mais par une lucidité calme. Il ne la félicita pas, ne la remercia pas. Il hocha la tête, simplement, avec ce respect rare qu'on réserve à ceux qui changent quelque chose. Il tapota doucement la feuille du doigt et demanda. « Cette boucle-là. Comment tu l'appelles » Léa cligna des yeux. Elle n'a pas de nom. C'est juste une méthode pour empêcher la structure de s'effondrer quand le système commence à se replier sur lui-même. Marc acquiesça lentement. C'est exactement ce qui s'est produit hier, n'est-ce pas? Elle hésita, puis répondit d'une voix posée. Oui. Il repoussa la feuille vers elle. Garde-la. Ne la change pas. Ce geste, si simple en apparence, fit battre son cœur plus fort que jamais. Pour la première fois, elle n'avait pas seulement réparé quelque chose. Elle avait dit quelque chose. Et il l'avait entendu. Quand elle lui avait tendu le dessin, il l'avait tourné sur le côté, et il avait compris. Ce n'était pas seulement un schéma. C'était un passage. Pas vers un réseau, mais vers elle. Marc savait, à ce moment précis, qu'il violait tous les protocoles. Il en avait conscience quand il demanda à son chauffeur de tourner à gauche vers les collines, plutôt que vers le siège. Il dit non au costume noir, non au garde du corps, et non à l'assistant nerveux qui lui tendait une pochette de notes pour la réunion. Ce qu'il cherchait ne se trouvait pas dans ses documents. Ce qu'il cherchait se trouvait dans une maison modeste, dans un quartier qu'aucun membre de son conseil d'administration n'avait jamais daigné traverser. Il descendit du taxi au pied d'une ruelle étroite. L'air y était plus dense, plus vrai. Ce n'était pas l'environnement qui le troublait. C'était le fait que, pour la première fois depuis des années, il entrait quelque part sans y être attendu. Il dut demander 2 fois quelle porte chercher. Et quand elle grinça enfin, la mère de Léa se figea, balai à la main, les yeux agrandis par la stupeur. « Vous êtes Monsieur Vaille ?» Sa voix tremblait d'un effroi discret. Sa première réaction ne fut ni l'orgueil ni la surprise, mais une forme de panique. Elle a fait quelque chose de mal? Elle ne voulait pas. Elle a tout bien fait, l'interrompit Marc avec calme. Je suis simplement venu voir son monde. Rien de plus. La mère de Léa acquiesça, méfiante, puis s'écarta lentement du passage, sans le quitter des yeux, comme si elle craignait une embuscade tardive. Léa était assise en tailleur au sol, devant un plateau en plastique débordant de composants électroniques. Elle ne sembla pas étonnée de le voir. Elle leva les yeux, puis lui tendit une vieille radio fendue. « Tu peux réparer ça ?» Pas de salutation. Pas de gêne. Juste une question franche, brute, sincère. Marc prit l'objet avec précaution. Il en examina l'âge, les failles. Puis il répondit, plus pour lui que pour elle. Je savais faire. Avant. Alors essaie, dit-elle en lui tendant un tournevis comme on passe un témoin dans une course de relais. Il s'accroupit, les genoux protestant plus qu'il ne l'aurait voulu, et commença à démonter le boîtier. Ses doigts, jadis agiles, étaient lents, engourdis par trop d'années passées à signer des décisions plutôt qu'à en comprendre les circuits. Léa observait en silence. Sa mère, elle, restait dans un coin,
incertaine de devoir intervenir. C'est alors qu'un petit garçon surgit de l'arrière-cuisine, une assiette vide dans une main, une fourchette dans l'autre. Y en a encore? Seulement si quelqu'un retourne la prochaine fournée, répondit Léa. À toi, Maxime, lança-t-elle en lui jetant un regard complice. C'est ton frère? Demanda Marc. Mon cousin. Il vit ici maintenant. En fait, tout le monde vit un peu ici. Cela expliquait les matelas contre les murs, la vaisselle dans une bassine, les brosses à dents partagées dans un seul verre près de la porte. Maxime se rua vers la plaque. La mère de Léa expliquait que seuls les brûleurs du milieu étaient sûrs, les autres produisaient trop d'étincelles. Marc, quant à lui, restait assis, la radio sur les genoux, soudain témoin d'un monde qui n'avait rien d'ordinaire. Il regardait Léa s'agenouiller près de Maxime, lui désignant un petit condensateur sur une carte. S'il est trop faible, la charge s'échappe avant que le signal bascule. Il faut trouver la bonne résistance. C'est pas juste. Se plaignit Maxime. Je sais même pas ce que c'est, une résistance. Alors apprends, dit-elle calmement. C'est comme ça que j'ai fait. Marc restait silencieux, absorbé. Il n'y avait ni jouet ni écran. Seulement des fils, des schémas, des pièces détachées. Chaque objet avait été désossé, compris, réutilisé. Tout ici respirait l'ingéniosité née de la nécessité. Ce qu'il avait vu chez Léa, ce n'était pas une intelligence apprise. C'était de la survie. Une ténacité tissée dans l'effort, sans lamentation. Où as-tu appris tout ça? Demanda-t-il après sa troisième tentative ratée de reconnecter un transistor. Nulle part. À un moment, ça m'a paru évident. Comme les maths. Mais avec des étincelles. Elle se tourna vers Maxime. Il y a 2 semaines, il ne savait pas ce que c'était une diode. Maintenant, il vérifie la polarité sans se brûler les doigts. C'était une seule fois. Cria Maxime depuis la cuisine. Une très grosse étincelle, souffla Léa avec un sourire. Marc éclata de rire. Un vrai rire. Le premier depuis des semaines. Cela le prit par surprise. Tu n'as pas attendu qu'on t'enseigne. Tu as juste continué. Je n'avais pas le choix, dit-elle simplement. Aucune amertume. Aucune plainte. Juste une vérité nue, implacable. Ce n'est pas cela qui le frappa le plus, non. Ce fut qu'elle ne se rendait même pas compte que c'était exceptionnel. Elle lui tendit un autre dessin, griffonné sur les marges d'une recette de crêpes. Un circuit capable de stocker une charge intermittente. J'ai trouvé comment stocker de l'énergie sans pile. Pour les urgences. Il ne sut que dire. Elle, cet enfant, avait trouvé l'électricité dans les objets brisés, et l'avait dompté. Pas pour impressionner. Par pure curiosité. Et tout cela, sans haine. Comme une plante perçant le béton sans jamais maudire le ciment. Marc quitta la maison ce soir-là avec un poids inconnu dans la poitrine. Ce poids le suivit partout. Dans les réunions, les conférences, les décisions financières. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à une petite fille lui tendant un circuit dessiné entre 2 annotations de cuisine. Le lendemain, avant même que les bureaux ne s'ouvrent, il modifia la politique de stage de l'entreprise. Plus de limite d'âge. Les notes minimales? Supprimées. Les CV trop lisses? Optionnels. Il était la signature finale. Il n'avait besoin d'aucune autre approbation. Puis, il contacta son service juridique. Cette fois, pour créer une bourse. Mais pas pour les premiers de classe. Pas pour les lauréats des concours nationaux. Non. Pour les esprits comme celui de Léa. Invisible. Brillant. Là où personne ne regarde. Enfin, il renomma le pare-feu reconstruit après la crise. Pas à son nom. Pas à celui de la société. Il l'appela Hello Protect. Un hommage discret, mais sincère. Et malgré tout cela, il persistait en lui une sensation d'inachevé. Ce que Léa lui avait offert, ce n'était pas une réponse. C'était une claque. Une lumière crue dans ses angles morts. Une chance d'agir. Vraiment. Alors il fit quelque chose d'encore plus difficile. Il appela sa mère. Lui-même. Sans intermédiaire. Il lui demanda s'ils pouvaient se parler. Pour de vrai. Elle accepta. Mais sa voix tremblait.
Le jour venu, il ne les emmena pas dans une salle annexe. Il les installa dans la grande salle de réunion. Celle des décisions lourdes, des millions en jeu. Il voulait que Léa sache. Cet espace l'incluait désormais. Elle ne semblait pas impressionnée. Plutôt ennuyée. Mais elle s'assit, son carnet sur les genoux. Sa mère, elle, restait droite, crispée, les doigts blanchis autour de son sac. Marc Delattre se racla la gorge. Tu as changé notre perception. Pas seulement des systèmes. Des gens. Du talent. De ce qu'est un vrai leader. Tu es entré dans le chaos, et tu n'as pas reculé. Tu n'as pas attendu qu'on te le permette. Tu as juste réparé. Il inspira. J'ai lancé une bourse à ton nom. Un vrai programme de mentorat. Tu auras accès à tout ce qu'il faut pour continuer. Laboratoire. Équipement. Cours. La mère de Léa porta une main à sa bouche, submergée. Mais Léa. Léa ne pleura pas. Elle ne cligna même pas des yeux.